Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette conférence autour de la communication et de la promotion des produits fermiers sous toutes ses formes. Là, on va vraiment essayer de vous donner les premières clés pour pouvoir promouvoir son produit fermier, que ce soit sous format physique, papier, plus classique, entre guillemets, et sous format numérique. Donc moi, je suis Chloé Godard, je suis chargée de projet circuit court au sein du réseau des CIVAM Normands, qui est une association d'accompagnement des agriculteurs. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui Pauline Julien de l'agence Bulle-Carré, qui est une agence de communication, et Laura Le Fur, qui est ingénieure réglementation chez Alma et Margot. Donc toutes les deux, elles vont pouvoir nous partager leur savoir-faire, leur expérience autour justement de la promotion des produits fermiers. Et je suis accompagnée d'Anne de Monceau de la Chambre régionale d'agriculture qui va un petit peu suivre le chat. Donc comme lors de la première conférence, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Elles vont toutes être centralisées pour qu'ensuite on puisse les poser à la fin, lors des 15 dernières minutes de la conférence. Il y a vraiment un temps qui est imparti pour cet échange-là. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et surtout, n'hésitez pas aussi à prendre des rendez-vous tout au long de la journée. Voilà, vous avez l'ensemble des fournisseurs qui sont recensés dans l'onglet fournisseurs. Et donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous pour vraiment avoir des échanges très pratico-pratiques entre agriculteurs, agricultrices et porteurs de projets de manière plus générale en circuit court avec les fournisseurs qui vous intéressent. Donc voilà, là c'est la deuxième conférence de la journée. Il y en aura ensuite deux cet après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour initier peut-être des relations professionnelles. Donc voilà, on va commencer sur cette conférence autour de la communication et de la promotion des produits fermiers. Donc Pauline, je vous laisse la main pour la première partie de cette conférence. Merci Chloé. Bonjour à tous et bienvenue sur le forum des fournisseurs des circuits courts. Donc, je suis Pauline Julien, je suis la créatrice de l'agence Bulle-Carré. C'est une agence de communication qui est spécialisée dans la création d'images de marque, donc création de logos, et spécialisée dans la création de supports imprimés, tout support imprimé. Donc, j'ai 28 ans, j'ai commencé mes études j'ai fait mes études, j'ai fait un BTS design graphique en communication imprimée. J'ai 7 ans d'expérience dans le métier, dont 5 ans en agence de communication, où j'ai pu travailler pour des grosses entreprises comme Leclerc, Agrial, Intersport, Carrefour. Mais j'ai aussi travaillé pour des TPE, des PME, des particuliers, tout type de clientèle. Et il y a 2 ans, donc j'ai fait le choix de créer Bulle-Carré, où j'ai eu l'occasion de travailler avec différents agriculteurs ou exploitants divers et variés, où j'ai pu élaborer des étiquettes de farine de sarrasin, par exemple, ou alors des packaging sur mesure de glace, des boîtes d'œufs, par exemple, pour des exploitants de poules. Donc du coup, l'impression, c'est aussi très important pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai fait mes études là-dedans, mais c'est très important pour Bulle-Carré aussi de travailler avec des fournisseurs qui sont locaux ou français. Je n'aime pas du tout travailler avec l'étranger, notamment pour avoir des conseils avec les professionnels et puis être aussi très proche d'eux. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis située en plein milieu de la Basse-Normandie, à Vassy. Je suis située dans un milieu rural, donc c'est un choix. Je suis issue du milieu rural, mais c'est aussi une clientèle qui m'intéresse et que je souhaite développer. Pour moi, il est important de se déplacer en fait dans les exploitations pour découvrir les différentes fermes et les différentes façons de travailler, pour découvrir voilà, vos outils, aussi vos contraintes techniques, pour comprendre avec comment vous travaillez et puis aussi comprendre aussi les valeurs de la ferme en fait. C'est-à-dire que d'une ferme à l'autre, on ne fonctionne pas du tout de la même façon et il est important de comprendre pour pouvoir traduire visuellement ces valeurs. Je suis là aussi pour créer des supports.
C'est-à-dire que je viens créer votre logo et votre identité de marque et dans un second temps, tous les supports de communication. Je reviendrai dessus, mais l'ordre est très important. Il ne faut pas tout mélanger. Il est d'abord important de commencer par le logo. Et je suis aussi là pour vous aider à gérer l'impression. C'est-à-dire que je vais vous accompagner dans le choix des matériaux, dans le choix des formats, dans le choix dans la quantité à choisir. Et je vais aussi avoir la relation avec l'imprimeur pour tout ce qui va être gestion des devis, des BAT, suivi des commandes et de livraison sur place. Je suis là aussi pour voilà, vous faciliter la vie. Donc alors, pourquoi communiquer sur vos produits? Je pense que comme tout le monde, quand vous faites vos courses, vous passez très peu de temps pour acheter vos produits et donc vous passez pas des heures dans les rayons et le but, c'est d'attirer en un coup d'œil, le consommateur sur votre produit. Donc il faut être identifié et être identifiable très rapidement par le consommateur. C'est-à-dire que s'il a déjà acheté une fois votre produit, il faut qu'en un coup d'œil, il reconnaisse dans le rayon que c'est votre produit. Et il faut aussi vous démarquer de la concurrence, donc vous démarquer des autres produits similaires qui peuvent être à côté, notamment si vous êtes dans une Biocoop ou dans une AMAP. Il faut savoir vous différencier et ainsi attirer l'œil sur votre produit et pas sur celui du voisin. Et donc, cela va déclencher ou non l'achat du consommateur. Donc, il va falloir visuellement le séduire en 3 secondes le plus rapidement possible, de façon à ce que le consommateur se pose le moins de questions possible sur votre produit. Donc, par où commencer pour construire votre image de marque? Donc, dans un premier temps, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir poser les choses. Donc, lors de notre rendez-vous, on va définir ensemble les objectifs de votre communication. Où est-ce que vous voulez vendre votre produit? À qui et comment? C'est-à-dire que tous ces objectifs-là, en fait, vont être très importants à traduire visuellement parce qu'il va y avoir un impact. C'est-à-dire que quand vous vendez sur une AMAP ou sur un marché, vous ne vendez pas de la même façon que si vous vendez dans une Biocoop, par exemple, ou sur votre lieu de vente. La cible est très importante. Ça ne sert à rien de s'adresser à tout le monde, en fait. Il vaut mieux cerner la cible de façon à avoir un discours plus précis. Donc concrètement, comment ça se passe? On commence par créer votre logo et votre identité visuelle. Donc on va traduire visuellement toutes les valeurs que l'on aura définies en amont. Donc ça va se traduire par le choix d'une police qui va définir votre ADN visuel, par un ensemble de couleurs qui va aussi définir votre identité visuelle et éventuellement des formes, donc c'est-à-dire un sigle, un logo ou même des formes graphiques qui peuvent se retrouver, des motifs qui peuvent se retrouver sur vos supports. Et ensuite, nous allons décliner toute cette identité graphique-là sur l'ensemble de vos supports, que ça soit à la fois imprimé ou digital. Les deux sont complémentaires. Rien ne sert de privilégier l'un ou l'autre. Les deux sont complémentaires, c'est très important. Donc, concrètement, là, vous avez un exemple de la Boche du Forez. Et donc, vous pouvez voir que sur l'ensemble des supports, il y a une harmonie visuelle. C'est-à-dire que le logo ne bouge pas, il est identique et il est identique sur l'ensemble des supports. La gamme de couleurs est identique et il y a aussi les mêmes polices et les mêmes formes graphiques. Plus il y a une harmonie visuelle, plus l'impact sera fort. Plus vous serez identifiable par votre consommateur et plus cela va rassurer le consommateur. Et du coup, vous allez plus facilement vous faire connaître. Donc, sur quel type de support vous pouvez communiquer? Donc, la liste est non exhaustive. Mais lorsque vous communiquez sur un stand, par exemple, où là, vous devez vous fournir l'ensemble des supports, n'hésitez pas à apposer votre logo sur un tablier lors de la vente, sur une bâche devant un étalage de produits, sur un camion lorsque vous bougez, parce que du coup, cela va apposer votre logo dans votre environnement. Si par exemple vous avez une boutique à la ferme, n'hésitez pas à mettre votre logo sur un panneau, même sur l'ensemble des panneaux directionnels, de façon à ce que vous soyez le plus facilement visible. Et
plus les clients ou même les consommateurs vont voir votre logo, plus ils vont l'intégrer et le mémoriser. Et quand ils vont retrouver vos produits dans une Biocoop, dans une AMAP ou sur un marché, il va automatiquement se diriger vers vos produits parce qu'il les connaît déjà. Une petite anecdote, les jeux d'enfants où il y a la marque Bosch, par exemple, sur les visseuses, ce n'est pas du hasard. C'est pour que les enfants mémorisent le logo Bosch dès la jeunesse pour ensuite, quand ils seront plus grands, acheter du Bosch. C'est vicieux, mais ça fonctionne. Donc, si je fais un petit focus sur le packaging, c'est très important parce que c'est ce qui fait la relation entre le vendeur et le consommateur. Donc, il a différents rôles. Il permet de protéger le produit. Il permet également d'informer le consommateur sur votre produit, de dire la provenance, mais aussi de dire les ingrédients et la contenance. Il peut également véhiculer les valeurs de votre produit. Si vous utilisez un contenant en plastique ou un contenant en verre, vous véhiculez les valeurs et l'éthique de votre ferme, par exemple. Parce que du coup, vous avez fait le choix d'utiliser du verre plutôt que du plastique. Et du coup, cela va influencer et éventuellement déclencher l'achat parce que le consommateur va se reconnaître dans l'éthique de votre ferme ou non. Donc, techniquement, on va voir comment cela peut se formaliser visuellement, donc notamment par le choix des couleurs, des polices, des matières et des visuels. Donc, dans un premier temps, pour le choix des couleurs, on peut se rendre compte que l'utilisation de couleurs plutôt contrastées, plutôt vives ou même légèrement fluo, voilà, vont influencer le consommateur inconsciemment sur un produit plutôt industriel ou artificiel. Donc une image pas forcément qualitative si vous vendez des produits bio fabriqués à la ferme. Si vous voulez en revanche montrer un produit plutôt naturel ou traditionnel, utilisez des couleurs plutôt en sous-ton ou en demi-teinte. Là, vous pouvez voir l'exemple avec les 2 pastilles vertes. C'est bête, ça paraît peut-être simple, mais inconsciemment, dans la tête des gens, ça fait son bout de chemin et ça peut ou non donner une image sur votre produit. Il faut aussi réfléchir, il faut aussi réfléchir à la codification des couleurs, c'est-à-dire que si vous voulez parler de viande, on va utiliser plutôt des couleurs pourpre ou rouge. Et si vous voulez utiliser des produits frais, on va plutôt partir sur des teintes plutôt froides, comme du bleu ciel par exemple. Et il faut toujours que vos couleurs soient cohérentes avec soit le produit ou soit la région. Par exemple, sur un parfum, on ne va pas utiliser du violet pour représenter des fraises, par exemple. Chloé, s'il te plaît, pardon. Sur l'exemple de droite, vous pouvez voir, donc c'est des exemples d'industrie, mais sauf que les industriels l'ont très bien compris. La codification des couleurs ou même la codification graphique est très importante et peut permettre de vendre à différents types de clientèle en fonction du packaging. Donc même si la soupe est très ressemblante, ils vont toucher un autre type de clientèle avec l'utilisation notamment de la couleur ou du logo bio. Il faut savoir que la couleur blanche sur les packaging apporte une idée d'un produit sain, de quelque chose où on n'a pas mis plein d'additifs dedans et donc du coup cela peut déclencher un achat dans une nouvelle cible de clientèle. Notamment Knorr l'a très très bien compris. Donc l'importance des polices est tout aussi... il faut aussi faire attention aux polices que l'on utilise parce que les polices peuvent avoir des connotations. Donc l'écriture manuscrite est très importante, notamment pour des produits faits maison, des produits faits à la ferme. Elle est souvent utilisée d'ailleurs, mais il peut y avoir différentes significations. Donc pareil, donc là c'est des produits industriels, mais bon, ils ont des services marketing plutôt développés. Bonne Maman, du coup, a utilisé une écriture manuscrite qui nous donne l'idée que la confiture est faite maison, fabriquée dans une petite cuisine de grand-mère. Alors que Michel Augustin ont fait le choix d'une écriture plutôt décomplexée, plutôt ludique, qui vont attirer l'empathie du consommateur. Et donc, du coup, le consommateur va faire peut-être un petit peu moins attention à ce qu'il peut y avoir dans le produit et va vouloir grignoter et acheter le paquet juste par un petit coup de cœur. Il a été séduit par le packaging. N'hésitez pas également à hiérarchiser les informations avec des tailles, des graisses, des couleurs différentes.
différentes. Ça ne sert à rien de mettre trop de texte sur vos étiquettes. Il faut qu'elles soient le plus lisibles possible. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on fait nos courses, on ne passe pas des heures dans le magasin. Donc, il faut comprendre très rapidement ce qu'est votre produit et il faut qu'il y ait le moins d'écriture possible. Donc, hiérarchiser avec le type du produit et par exemple en plus petit en dessous, en graisse inférieure, le parfum par exemple. N'utilisez jamais plus de 3 polices différentes. C'est une interdiction. Il reste 3 minutes, Pauline. Merci. L'importance du visuel est aussi importante. Elle permet de comprendre en un coup d'œil votre produit. Donc, on peut utiliser soit l'illustration, soit les photos, soit les motifs. L'illustration, pareil que la police, en écriture manuscrite, va donner un aspect plus traditionnel, humain, naturel. Les photos, un aspect plus industriel. Et j'ai pu là avoir l'occasion avec une cliente de développer toute une gamme de packaging, donc c'est pas celui-ci, mais toute une gamme de packaging de thé. Et les femmes consomment beaucoup plus de thé et achètent les packaging. Donc on peut utiliser le motif pour séduire la cliente. Et l'importance de l'impression est complémentaire avec le graphisme. Si vous avez un graphisme qui est splendide, mais que le papier ne suit pas derrière, on n'est pas qualitatif, cela peut être désavantageux. Donc, il faut réfléchir à la matière, à la forme de l'étiquette ou du packaging, mais aussi aux finitions. Et tout cela doit être en accord avec votre éthique et vos valeurs, ce que l'on a dit au tout début. Donc, pourquoi travailler avec un professionnel? Le professionnel va vous aider à déterminer vos valeurs et vos promesses. Il va aussi connaître les codes graphiques pour traduire l'ensemble de vos valeurs. Il va également harmoniser l'ensemble des supports de façon à ce que vous soyez le plus identifiable possible. Et vous allez aussi gagner du temps puisque vous êtes là pour faire vos produits et non pas pour communiquer. Et il va aussi être là pour faire le relais avec l'impression et vous accompagner dans la gestion de vos supports. Merci beaucoup, Pauline. Merci. C'était super intéressant et c'est une transition toute faite pour Laura, puisque vous avez parlé de l'importance de l'harmonisation et de la cohérence entre les supports papier dont vous nous avez parlé et puis la communication numérique qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est important. Donc, Laura, je me permets de vous passer la parole pour que vous nous parliez plus précisément de cette présence sur Internet et des supports digitaux. Merci Chloé. Donc, bonjour à tous, moi je suis Laura, je suis donc la responsable réglementation chez Alma et Margot. Donc, pour vous faire une rapide présentation de ce qu'on fait chez Alma et Margot, donc ça va être, voilà. On propose une solution pour vous accompagner à la vente de vos produits. Alors, on est exclusivement nous centrés sur les produits alimentaires. C'est vrai que dans les produits artisanaux, on va avoir de plus en plus de produits non alimentaires. Pour le moment, on va se concentrer nous sur cette partie-là. Et on vous accompagne à mieux vendre au travers des circuits courts, surtout au niveau du local. C'est un peu notre identité à nous, c'est d'encourager le développement du local en France. Donc, nos services, on va vous accompagner à créer des maquettes d'étiquettes avec un aspect réglementaire. C'est-à-dire que on vous accompagne sur la partie visuelle, bien entendu, toujours en respectant, comme Pauline vous l'a présenté, en mettant en avant vos produits, mais également en respectant l'aspect réglementaire de vos étiquettes. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes submergé par les réglementations et qu'une seule étiquette sur un produit, elle-même en représente quelques-unes. Donc l'idée, c'est de pouvoir être plus serein par rapport à tout ça et nous laisser nous occuper de cet aspect réglementation. On va également vous fournir des conseils pour gagner en visibilité, notamment au travers de la présence sur Internet et des supports et sur les supports, des différents supports digitaux que vous pouvez y avoir. Vous bénéficiez en travaillant aussi avec nous d'un lien direct donc à notre ingénieur réglementation, donc avec moi-même. Vous avez toutes mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là pour répondre à la moindre question que vous pouvez avoir ou en cas de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, c'est bien sûr de vous ramener vers des experts avec qui on va pouvoir travailler. Mon objectif, c'est de jamais vous laisser sans réponse. Et bien sûr, on peut aussi vous accompagner à l'impression de vos étiquettes. Une fois qu'on vous a fait les maquettes, bien entendu, c'est d'accompagner sur la partie impression. Pour parler maintenant de la partie
présents sur Internet et supports digitaux. Donc, l'idée, comme Pauline l'a présenté, c'est de valoriser, bien entendu, tout le travail qui a été fait en amont au niveau des supports visuels et de votre identité graphique. Et la première étape, quand on veut être présent sur Internet, ça va être, alors à mon humble avis, bien entendu, le plus simple, c'est de se créer dans un premier temps une page Google My Business. On l'a vu notamment avec le confinement, hein, quand tous les Français ont eu un petit peu plus de temps à passer, à chercher, notamment sur Internet, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, qui produit autour de chez moi. Où est-ce que je vais pouvoir acheter mes aliments sans avoir à passer par la grande surface qui connaissait quelques petits problèmes d'approvisionnement. Et en fait, je me suis moi-même rendu compte à titre personnel qu'il y avait énormément d'exploitations autour de chez moi, énormément d'artisans, et que beaucoup, en fait, malheureusement, j'arrivais pas à les trouver avec une simple recherche Google. Clairement, Google, c'est le premier outil de recherche de tous les consommateurs. L'avantage de Google My Business, alors vous le connaissez bien, c'est le petit encart quand on va chercher une entreprise sur Google. C'est un petit encart qui s'affiche à droite et qui vous permet d'avoir directement la fiche d'identité de l'entreprise. Là, l'avantage, c'est que c'est un outil complètement gratuit et qui est très facile et rapide à mettre en place. C'est à partir d'un compte Gmail, donc ça, c'est rapide à créer si vous n'avez pas encore votre adresse Gmail, ça se fait assez rapidement. Et à partir de ça, vous avez juste un petit formulaire à compléter avec votre adresse, vos coordonnées, les différentes informations sur vos horaires d'ouverture et également vos différents points de vente s'il y en a d'autres. À partir de ça, la page est analysée par Google et sous 24 heures en max, elle est publiée et au moins vous êtes visible sur Internet. Ça vous permet également, donc bien sûr, d'avoir un lien vers votre site Internet ou vers vos réseaux, mais également de récupérer des avis et témoignages de vos clients. On voit souvent, et aujourd'hui ça sert de plus en plus aux consommateurs, on se base sur les avis Google. Même si ce sont des avis qui ne sont pas contrôlés malheureusement, on se sert tous énormément de ces avis-là. Donc, toujours encourager également, à partir du moment où vous avez une page Google My Business, encouragez vos clients à donner leur avis. Voilà pour cette première étape. Bien entendu, être actif également sur les réseaux sociaux. Un consommateur qui va venir dans votre boutique ou qui va juste voir votre logo sur le camion quand il va passer devant chez lui, va aller chercher aussi assez facilement sur les réseaux. Alors moi, on en a une pléthore, hein. Snapchat, TikTok, les derniers arrivés, etc. Moi, je vous ai je vous ai mis en avant les 3 essentiels qui sont Facebook, Instagram et éventuellement LinkedIn, où là, il faut être un minimum présent dessus. C'est clairement après Google les premiers outils que les consommateurs vont utiliser. LinkedIn, alors, peut être un peu plus difficile à appréhender étant donné qu'on sait que Facebook, Instagram, là, vous allez clairement toucher vos clients, il n'y a pas de souci. LinkedIn va plus être pour aller chercher éventuellement du partenariat, éventuellement chercher des distributeurs aussi, et notamment vous mettre en avant en vous liant à certains événements. Par exemple, la Chambre d'agriculture a très bien relayé l'événement d'aujourd'hui. C'est de rajouter une petite information. Je serai présent au forum des fournisseurs des circuits courts. Ça peut être des choses comme ça. Du coup, la communication LinkedIn va être un petit peu différente de Facebook. Bien sûr, ces réseaux-là, c'est bien d'avoir sa page, mais si elle n'est pas active, le client va rapidement passer. L'idée, c'est de publier régulièrement, d'être présent. Bien sûr, alors, dans la pratique, on recommande 1 à 5 posts par semaine sur les différents réseaux. Alors, c'est vrai que 5 reste compliqué. On sait que c'est très chronophage de publier sur les réseaux. Un minimum, c'est bien. Que le client, quand il arrive sur votre page Facebook ou sur votre page Instagram, il puisse voir, oui, tiens, il y a eu un post la semaine dernière, super. Là, on sait que l'entreprise vit, qu'elle est toujours présente. Hein. Donc là, pour publier intelligemment, c'est de se programmer en fait des publications. C'est-à-dire, je vais publier une fois, je vais publier 2 fois par semaine et je vais choisir un jour où je vais publier. Comme ça, au moins, on se prépare en amont. Et puis, on n'est pas pris par le temps à se dire, mince, c'est mercredi, ah oui, c'est vrai, il fallait que je poste, qu'est-ce que je vais poster? Non. Se faire un planning, en général, se prendre le début du mois pour se dire qu'est-ce que je vais mettre ce mois-ci. C'est vraiment très pratique. On a plein d'outils qui permettent même de se libérer du temps dès le départ en programmant les publications. L'idée, c'est de mettre des posts, bien sûr, qui vont faire réagir. Ça, je vais en présenter quelques idées par la suite. C'est bien sûr de mettre du contenu visuel. Un post avec juste du texte, en général, on ne va pas avoir envie de le lire, alors que mettre des photos, mettre des petites vidéos, mettre éventuellement des liens vers d'autres partenaires, etc. C'est toujours intéressant d'avoir du contenu visuel que les clients vont ouvrir et du coup vont pouvoir voir également le texte qui suit.
On a également une petite technique là assez récente sur les réseaux, c'est d'utiliser des polices spéciales. On connaît tous la police classique, hein, on rédige un post, on a la police basique. Mais on a également certains mots qu'on peut vouloir mettre en avant sur notre post. Et en fait, il existe des petits sites internet, là j'en ai listé 2, qui vous permettent de récupérer en fait tout simplement au travers de copier-coller un petit visuel de police qui est un peu différent et qui va vous permettre de mettre un mot ou une phrase en valeur dans votre post. Je vous parlais des types de posts, donc l'idée c'est de les varier. On ne va pas uniquement publier en disant je vais juste mettre des photos de mes produits, Le consommateur veut vraiment en fait, l'avantage des réseaux c'est de créer cette communauté, de créer ce lien avec vos clients que vous n'avez pas forcément si par exemple ils achètent vos produits au travers d'un magasin spécialisé qui distribue vos produits. Bah, il vous a pas en direct en face de lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le Français recherche ça, le lien avec le producteur de ces aliments. Donc là, vous allez vous servir de vos réseaux pour ça. Donc, vous allez bien sûr pouvoir présenter vos produits phares avec le petit texte qui va bien, présenter voilà, ma composition, voilà ce que je mets dans mes produits. Ça, c'est des choses qui intéressent énormément. Mais aussi, ce qui va pouvoir intéresser, c'est de présenter les coulisses de votre entreprise. On aime toujours les petites mignonneries. Voilà, il y a un veau qui est né ce matin. Bon, ça, c'est des photos qui marchent bien, mais aussi présenter l'équipe. Et puis, tout simplement, des petites vidéos courtes sur... alors, ça varie en fonction des productions, bien sûr, mais on aime bien savoir comment ça se passe. Et c'est vrai que un peu de pédagogie pour expliquer, voilà, on produit des pâtes à la ferme, mine de rien qu'une petite vidéo de 10 secondes sur voilà, la machine et voilà comment ça fonctionne, ça marche vachement bien. On peut aussi, bien sûr, proposer des idées recettes à partir de nos produits. On est toujours à la recherche de ce genre d'informations. Mettre en place des événements, c'est vrai que des petits jeux concours pour gagner, par exemple, un produit à venir chercher à la boutique, à la ferme, ça marche quand même assez bien. Ça encourage les gens à venir, du coup, récupérer leur lot et ça vous crée la visibilité. Vous pouvez bien sûr y présenter des témoignages clients. Il y a vraiment plein de choses possibles. L'idée, c'est de toujours varier ces posts et de rester actif. Bien sûr, une fois qu'on est sur Google, qu'on a nos réseaux sociaux, l'idée, c'est du site internet. Là, pour le coup, c'est le plus coûteux, on va dire, en général, comme étape pour être présent sur Internet. Il se trouve que ce site, il est quand même hyper important parce que c'est la vitrine de votre entreprise. C'est pas obligatoire d'avoir un site avec 40 pages différentes. L'idée, un site tout simple avec juste une page qui présente, qui reprend vos visuels. Ça, c'est clair et net. Gardez cette identité. Au moins, on sait, on arrive sur votre site internet et qui reprend les éléments essentiels. C'est vos coordonnées, l'adresse de l'exploitation et éventuellement un petit formulaire de contact. Au plus simple, pour commencer, c'est toujours le mieux. Au moins, ça professionnalise votre activité auprès du client et ça a vraiment un impact sur le client pour dire, voilà, l'entreprise, je peux avoir confiance en cette exploitation et je vais avoir envie d'y aller pour voir ce qu'il y a sur place. Il y a beaucoup d'outils pour faire ces sites internet soi-même qui sont en général très très bien faits, qui sont assez intuitifs, qui sont, par exemple, là j'en ai mis 3, nous par exemple chez Alma et Margot, on utilise WordPress, moi qui connaissais rien à la création de site internet, c'est très facile d'utilisation, mais pareil, ça demande du temps. Et c'est pour ça que voilà, nous, on accompagne aussi sur ces aspects-là, au travers d'un partenaire qu'on a, qui est une agence qui s'appelle Caractère, qui est présente sur le forum aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller également échanger avec Johan. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et lui qui peut vous accompagner à créer votre site internet de façon très facile, très rapide et en mettant vraiment votre image de produit de terroir en valeur. Et vous pouvez bien sûr, si vous voulez aller un petit peu plus complexifier votre site internet, vendre en ligne. C'est vrai que c'est des choses qui sont énormément développées avec le Covid. Alors pas forcément de la commande en ligne avec de la livraison, mais aussi tout simplement en fait du click and collect. Ça vous permet vous de gérer un petit peu vos commandes et de créer un petit peu plus de flux au niveau de votre boutique, de pouvoir proposer au moins du click and collect, du drive, des paniers. Il y a plein de choses qui existent. Donc soit au travers d'une boutique directement sur votre site internet. Ça demande un investissement un peu plus conséquent, un investissement financier bien sûr pour la conception de la boutique, mais aussi en temps à gérer cette boutique. C'est pas toujours simple, c'est pour ça qu'il existe des plateformes qui vous aident à vendre vos produits, notamment la ruche, un système de panier, ou encore Vite Mon Marché, là qui clairement c'est une plateforme de vente de produits locaux, où là il est quand même beaucoup plus simple de passer par eux pour vendre vos produits. C'est une réelle vitrine sur les produits que vous allez proposer dans votre magasin à la ferme ou dans les boutiques dans lesquelles vous pouvez distribuer. Et ça vous amène bien sûr des clients potentiels. À partir du moment où le client peut commander, ne serait-ce qu'en ligne, il y a réellement un intérêt pour lui. Et au moins, il peut avoir un premier aperçu de vos produits avant
avant de se rendre en magasin. On aime bien savoir ce qu'il y a sur place avant de prendre la décision de se déplacer. Il y a aussi une autre chose que j'ai pas forcément précisé sur cette slide, quelque chose qui est intéressant si on ne veut pas forcément mettre en place une boutique sur son site internet, c'est un système de formulaire de commande. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Formulaire, c'est tout simple sur un site internet. Et voilà, ça se fait beaucoup pour les colis de viande, par exemple, ou les paniers. Voilà, le client a juste à laisser un petit message en disant, voilà, il veut commander, ça vous permet de revenir vers lui et ça va créer un peu plus de dialogue et de commandes potentielles. Attention, par contre, quand on veut vendre en ligne, que ce soit de la vente avec de la livraison ou du click and collect, à toujours respecter la réglementation étiquetage. Quand je parle de la réglementation étiquetage, c'est celle qui est propre aux mentions qui sont apposées sur les étiquettes physiques de vos produits. Et on oublie souvent qu'elle s'applique également sur la vente en ligne. Il y a toujours le descriptif à mettre sur les différentes plateformes sur lesquelles vous vendez vos produits et il y a toujours, je remarque régulièrement en fait des informations qui manquent et qui là peuvent vous pénaliser potentiellement dans un premier temps parce que le client n'a pas forcément toutes les informations avant de commander, mais surtout en cas d'un petit contrôle, vous pourriez être embêté. Donc toujours respecter cette idée de en fait, tout simplement reprendre la réglementation étiquetage et reprendre toutes les informations qu'il y a sur l'étiquette de votre produit. Au moins, là-dessus, on est clair et il n'y a pas de souci, vous pouvez vendre en ligne sans problème. Voilà pour cet aspect-là. Et j'ai voulu faire court, donc n'hésitez pas par contre à revenir vers moi. Je suis présente sur le forum si vous avez la moindre question par rapport à ces aspects-là. En effet, merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, nos deux expertes avaient un temps limité et pour justement vous laisser le temps de pouvoir poser les questions qui vous intéressaient le plus ou en tout cas dont vous avez le plus besoin. Donc Anne, je te laisse la main pour faire remonter les questions qui sont tombées dans le chat. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va redonner la parole à Pauline de Bulcari pour laisser à Laura quelques instants pour respirer. Pauline, on avait 2 questions pour vous. Tout d'abord, comment bien rendre visible sa marque et les mentions telles que les logos, qualité, quand on fait de la vente en vrac, donc quand on n'a pas de packaging. Voilà la première question. Et la deuxième question, plutôt sur votre rôle, il y avait une question autour de comment est-ce que vous appuyez les agriculteurs pour la gestion de l'impression des supports. Oui, alors du coup, pour répondre à Aurélie, quand vous faites de la vente en vrac, n'hésitez pas... Alors, de façon plus globale, n'hésitez pas à faire un dépliant ou une plaquette que les consommateurs vont garder chez eux ensuite, qu'ils vont pouvoir poser sur leur frigo avec, du coup, là, vous pouvez rajouter vos logos de qualité. En fait, ils vont savoir que du coup, vous êtes affilié à telle ou telle norme de qualité. Enfin, voilà. Et sinon, par exemple, comme là, on est bientôt à Noël, n'hésitez pas non plus à faire des cadeaux de Noël avec votre logo à poser dessus. Donc là, c'est un petit peu une variante de réponse, mais en fait, toujours garder votre image et que le consommateur ait votre image chez lui. Comme ça, au moins, ça lui permet d'imprimer votre image de marque. Même sur les stands, lorsque vous vendez, n'hésitez pas à mettre des affiches avec les logos de qualité à côté de vos produits ou des petites étiquettes à poser sur vos produits. Je ne sais pas si c'est du fromage frais ou autre, mais voilà, ça peut aussi se rajouter dessus, en fait, avec votre logo à côté. Et comme ça, les gens vont faire le lien directement. Et pour Pauline Vière, oui, en fait, on est là vraiment, on n'est pas juste des graphistes, en fait, on vient aussi, on fait pas que la conception des visuels, on est aussi là pour aider, en fait, l'agriculteur à choisir les matières et les contenants et les papiers en fonction de son produit. Par exemple, là, quand j'ai pu travailler pour les étiquettes de glace, voilà, on a travaillé aussi sur les cols qui sont spécifiques. C'est des cols qui vont être adaptés à la congélation. Et en fait, on est vraiment là pour les accompagner pour avoir la meilleure étiquette qui va tenir le plus dans le temps et qui va être adaptée en fait au produit. Donc, on n'est pas juste là pour faire le visuel, on est là pour concilier les deux et que le rendu soit
soit le plus impactant possible et le plus pratique et le moins cher pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Et on avait aussi 2 petites questions pour Laura. La première, c'était voilà, combien de temps consacrer pour les réseaux sociaux sur la semaine à peu près pour rendre visibles ces produits. Et peut-être qu'il y a une question qui est en lien avec ça, qui est aussi, est-ce qu'il y a des moments en particulier pour le faire? Et une autre question autour voilà, de la vente en ligne. Quand on fait de la vente en ligne, quelles informations ne faut-il pas oublier, à la fois pour informer le consommateur et aussi pour respecter la réglementation vis-à-vis du fait que c'est vendu sur Internet? Tout à fait. Donc déjà, le temps à consacrer aux réseaux sociaux, une grande question. Donc en termes de temps, comme je disais, quand on veut voilà, ne pas y passer trop de temps, le top, c'est de se libérer au moins 2 petites heures en début de mois pour se dire qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais publier ce mois-ci. Ça fait gagner un temps dingue. On a aussi son petit schéma à se dire, je vais faire des cycles, tiens, je vais parler de mon produit, après je vais parler de l'exploitation, après je vais voilà, partager une vidéo, fonctionner vraiment sous forme un peu cyclique pour vraiment, comme je disais, mixer les posts. Ce créneau-là en début de mois, il est top pour bien s'organiser. Après, à la semaine, c'est vrai que, alors, se libérer au moins 1 heure par semaine, c'est top. Ce qui est bien aussi, surtout quand on est par exemple sur Facebook, quand on a justement la messagerie, c'est de pouvoir l'ouvrir peut-être 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir pour voir si on a des messages, pouvoir y répondre. C'est vrai que quand on attend une réponse une semaine, le client en général passe à autre chose. De pouvoir voilà, y aller au moins, faire un petit tour très rapide, hein, 1 fois par jour, c'est le top. Pour les jours de publication, ça va dépendre des réseaux. Je parlais rapidement de LinkedIn. Alors LinkedIn, en général, on sait que c'est plutôt le mardi ou le jeudi qui sont les plus impactants. Et publier en fait juste en dehors des heures de travail et vraiment collé, c'est-à-dire on va publier à 8h30, on va publier entre midi et 2h et on va publier entre 17h30 et 18h. Bon, là, LinkedIn à la limite, mais c'est surtout Facebook là qui, je pense, vous intéresse. Et là, on sait qu'on est plus souvent sur la fin de semaine, le week-end. Parce que quand il fait pas beau comme cette semaine par exemple, on va passer un peu plus de temps sur les réseaux. Donc c'est vrai de publier le samedi par exemple, c'est pas mal. Et peut-être le jeudi, quand on a 2 créneaux, se dire, ou le mercredi. Les jours là plutôt où les gens travaillent moins, ont plus de temps à passer sur les réseaux sociaux. Ça va être plutôt ces créneaux-là. Voilà donc pour l'aspect publication. Ensuite, pour la vente en ligne, alors là, les informations à ne pas oublier. Donc la petite technique, c'est quand vous avez l'étiquette de votre produit qui est normalement aux normes, vous reprenez toutes les informations. Souvent, moi, ce que je vois qui est oublié, et c'est tout bête, et c'est clairement la première chose sur laquelle on va vous embêter, c'est la liste de composition. Et au moins les allergènes. Clairement, voilà, reprendre tous les éléments qui sont présents sur l'étiquette. Donc, bien sûr, la dénomination légale du produit, ça c'est clair et net. Son poids net. Donc, quand on fait, bien sûr, de la vente au kilo, le préciser, le prix au kilo. Hein. La liste de composition avec les allergènes mis en avant. Très important, ne jamais les oublier. Les valeurs nutritionnelles également. Et on va avoir aussi les aspects, bien sûr, de conservation. Donc, les consignes de conservation, là, pour le coup, pour les produits frais, c'est conservé entre 0 et 6 degrés. C'est pour les produits congelés, toujours penser à la petite référence, ne jamais recongeler un produit décongelé. Toutes ces informations-là. Les seuls, en fait, qui ne sont pas obligatoires sur un site de vente en ligne en direct, c'est la DLC et le numéro de lot. Forcément, vu qu'il varie sur chacun des produits, la seule obligation que vous avez à ce niveau-là, c'est que le consommateur l'ait une fois qu'il reçoit les produits en main. Normalement, ils sont sur le produit une fois que le client le reçoit, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ne rien oublier, reprenez. Alors, c'est long à faire, c'est clair. C'est là où nous, on peut vous aider. On a l'objectif quand vous travaillez avec nous, c'est que vous ayez toutes ces informations-là, plus qu'à faire des copier-coller, c'est de reprendre toutes les informations qui sont sur vos étiquettes et de les noter de la façon la plus claire possible et que le client puisse retrouver ce schéma. On connaît tous, on sait où on va chercher les listes de compos, on sait où on va chercher les valeurs nutritionnelles. Il y a un schéma qui est assez simple et c'est de reprendre ce visuel-là sur votre site de vente en ligne. Merci beaucoup.
Peut-être qu'on avait aussi une autre question qui s'adresse plutôt à vous, Laura. Je suis présente sur des plateformes de vente en ligne. Est-ce que c'est utile en parallèle d'avoir aussi son propre site internet? Alors, ça peut présenter son utilité. Effectivement, si vous êtes présente sur des plateformes de vente en ligne, c'est que généralement, alors quand elles sont bien faites, mais la majorité les ont, c'est qu'il y a une petite fiche de présentation de votre exploitation qui reprennent tous vos produits. Donc ça, déjà, c'est une première vitrine. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand même d'avoir un petit site internet, au moins, comme je disais, une page simple qui reprennent bah, voilà, votre adresse, vos coordonnées, qui vous permettent qui permet au client d'entrer en contact directement avec vous plutôt qu'en passant par la plateforme. Si vous vendez sur les plateformes, il n'y a pas de problème, c'est pas obligatoire d'avoir votre boutique en ligne. Ça va vous demander plus de temps qu'autre chose, mais de pouvoir avoir votre site internet, c'est toujours intéressant. Après, comme je disais, à partir du moment où vous êtes au moins sur Google My Business et que vous avez un lien vers votre page Facebook ou votre Instagram, bon, le site internet est peut-être anecdotique, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ça vous professionnalise en fait aux yeux du consommateur. Je me permets une petite, parce que du coup, moi, j'ai une question un peu qui est un peu la suite de celle-ci. Souvent, ce qui fait peur aux producteurs de se lancer dans un site internet, c'est qu'on sait que si un site il n'est pas mis à jour, qui fait un peu vieillot, etc., ça donne pas envie et ça peut même être un petit peu contre-productif. Et du coup, quel conseil vous donneriez? Est-ce que, enfin, un peu à quel intervalle faut le mettre à jour? Et aussi, ma question, c'est est-ce que vraiment c'est utile d'avoir un site internet si on ne vend pas ses produits dessus, si à côté de ça, on a une page Facebook, etc. Voilà, c'est un peu deux questions en une, mais voilà ce qui on nous dit souvent quand on parle de communication digitale avec les agriculteurs et les agricultrices. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que, alors, c'est quand même un investissement, comme je disais, financier et en termes de temps. À partir du moment où vous avez une page Facebook qui est vivante, qui est bien renseignée, clairement, il y a peut-être moins d'intérêt à avoir son site internet, tout à fait. Si on veut y passer le moins de temps possible, au moins Facebook et la page Google My Business, c'est le top. Après, voilà, le site internet, c'est vrai que ça demande déjà un investissement financier, parce que mine de rien, pour garder son site internet, ça demande voilà, de bien renouveler ses abonnements annuels. Et ça demande d'y passer au moins une fois par mois dans la partie administration pour vérifier les différentes mises à jour qui ont pu être mises en place. Donc voilà, si on n'est pas prêt à investir, en général on est sur une petite, entre 50 et 100 euros selon les plateformes par an, et investir au moins 1 heure par mois, non, le mieux c'est de ne pas s'y lancer, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un lien sur Google My Business justement qui ramène vers un site internet et on nous dit non, peut-être ce site n'existe pas. Non, dans ce cas-là, mettez votre lien Facebook, au moins, voilà, là-dessus, Facebook ne fermera jamais une page tout seul. Il fait des mises à jour en ce moment, c'est une horreur, mais au moins vous aurez toujours le visuel de votre exploitation qui sera présent sur Facebook. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions dans le chat. Oui. Anne, parfait. Tout à fait. Et du coup, merci beaucoup à toutes les deux, Laura et Pauline. C'était très intéressant. J'en profite pour rappeler 2 choses. Les conférences, elles seront disponibles en replay dès la fin de journée. Donc voilà, si vous avez connaissance de personnes que le sujet pourrait intéresser et qui ne pouvaient pas être présentes ce matin, n'hésitez pas à les orienter vers le site du forum qui lui restera actif encore pendant quelques semaines à la suite de l'événement. Et je viens de vous mettre aussi dans le chat les pages sur le site du forum de Laura et de Pauline pour aller voir ce qu'elles proposent, leurs services, et puis prendre rendez-vous avec elles si vous avez envie de creuser un petit peu des sujets qui ont été évoqués ici. Voilà, on avait 30 minutes. L'idée, de toute façon, ce n'était pas de vous faire une formation autour de la communication. On sait que ça pourrait durer 1 voire 2 jours en tout, si on veut vraiment tout aborder. Voilà, c'était de vous donner quelques clés. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos 2 intervenantes et avec l'ensemble des fournisseurs qui sont présents. J'espère que cette conférence vous a été utile. Voilà, je remercie Anne pour son appui et puis voilà, Laura et Pauline pour ces éléments qui étaient vraiment très enrichissants. Donc, bonne journée à tous, bon rendez-vous, bonne conférence pour cet après-midi. La prochaine sera à 14h, il me semble.
Donc voilà, rendez-vous à 14 h tout à l'heure pour la conférence, mais vous pouvez continuer à prendre des rendez-vous entre-temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle à mes compères de conférence qu'il faut bien penser à quitter le live chacune si on veut que la conférence s'arrête. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.